Nous passons donc la parole au Dr Fokker qui, avec son expérience de terrain de médecine digitale, dossier patient en médecine générale et accompagnement des étudiants dans le projet de patients chroniques, en plus de recherche en soins primaires, va nous écairer sur cet intérêt du digital dans le suivi du patient. Voilà, merci beaucoup. Donc je vais vous présenter tout ce qui est en lien un peu avec l'IA et aussi avec le suivi du patient chronique. Alors, je vois que ma présentation n'est pas là. On va attendre ma présentation, mais je peux faire un lien sinon en attendant. Clairement, quand on enseigne à nos étudiants le fonctionnement du dossier médical informatisé, eh bien, on voit tout de suite, depuis quelques années maintenant, depuis 4-5 ans qu'on a mis en place ce cours, les étudiants qui commencent à pratiquer après la médecine comprennent beaucoup mieux l'intérêt du dossier, ils l'utilisent mieux, ils voient qu'ils ont accès à des documents, par exemple pour les diagnostics différentiels, ils peuvent avoir accès en ligne directement à des documents scientifiques qui leur donnent ces fameux diagnostics différentiels. Il y a aussi des documents sur les traitements. Il y a toute une série donc de ressources qui sont liées directement au dossier médical grâce à l'encodage qu'ils ont fait dans le dossier. Et ça, je sais qu'ils apprécient particulièrement en début de pratique parce qu'ils ont encore besoin de soutien scientifique. Un médecin plus expérimenté, il va peut-être chercher autre chose, mais les jeunes médecins, en tout cas, ça les intéresse beaucoup. Voilà, je travaille aussi dans une maison médicale qui m'a beaucoup initié au suivi des patients et à l'audit de qualité sur la base de données de notre maison médicale et à la manière d'améliorer les soins via les données. Donc c'est pour ça que je le mentionne aussi. Donc une des premières dias que je mets souvent, c'est les nouveaux paradigmes de soins. Donc on était dans une médecine plutôt aiguë et clairement maintenant on a une épidémiologie de nos patients avec une prédominance du chronique. Des soins qui deviennent de moins en moins ponctuels et de plus souvent continus. Donc la caractéristique de la médecine générale, c'est clairement de faire une prise en charge dans la continuité, avec un shift aussi du traitement de la maladie vers une préservation de la santé, vers un mode plus prospectif, avec un travail en équipe de soins et beaucoup plus en partenariat avec les patients qu'en paternalisme. Et donc ces 5-6 caractéristiques, elles sont vraiment, moi je les ai vécues depuis que j'ai commencé à travailler depuis 2005 et on voit vraiment un changement d'épidémiologie, la manière dont on suit les patients, le nombre de problématiques qu'ils présentent et la manière de les gérer, c'est vraiment tout à fait comme ça que ça se profile. Donc comme le disait Nadine, on a un projet spécifique à la faculté de médecine qui s'appelle le projet patient chronique. Et donc, ce sont des étudiants qui suivent des patients pendant 2 ans et demi. Et il y a 4 pans à ce projet. Donc, il y a d'une part le suivi global, donc biologique, psychologique et social, de tout intégrer. Donc quand on est médecin généraliste, on sait que l'un influe sur l'autre et que ça a des conséquences majeures, en particulier au niveau des pathologies chroniques. Et donc il faut faire attention à chacun des aspects. Il y a la pratique, il y a cette pratique ensuite du dossier vraiment, de l'encodage, et donc ensuite une pratique réflexive, puisque on suit un patient au cours du temps, on doit réviser le dossier, on doit revoir les médicaments, on doit revoir les pathologies et donc on doit être capable de critiquer sa propre pratique et son suivi du patient et le dossier médical aide à ça. Et donc cette approche biopsychosociale, elle est particulièrement utile pour les patients chroniques puisqu'on voit ici dans la pyramide que plus on s'élève dans la pyramide, plus les patients sont complexes. Donc au milieu, on a les patients qui sont simplement polypathologiques, on va dire. Et en haut, on a les patients polypathologiques complexes, c'est-à-dire qui ont des problèmes sanitaires et sociaux aussi. Et dans ce cas-là, l'approche du médecin généraliste, enfin le case management, comme on dit, est très très important. C'est à ça que sensibilise le projet patient chronique nos étudiants. Un autre modèle qu'on utilise en soins chroniques, c'est le chronic care model, où il y a vraiment un travail en équipe et
une interaction très importante avec le patient. Donc, effectivement, on n'est plus dans le paternalisme. Pour les pathologies chroniques, le patient doit mettre en place toute une série d'actions par rapport à son mode de vie. Donc, c'est capital. Donc, je pars vraiment de toutes ces notions d'épidémiologie, de relation avec le patient, parce que c'est ça qu'on veut changer à terme. Et je vais montrer après comment, avec l'IA, on peut y arriver, ou on pourrait y arriver. Donc ça, c'est un dossier médical idéal où on a dans la colonne de gauche la liste des problèmes, donc très important. Et là, vous voyez que le problème qui est surligné, c'est la fibrillation auriculaire et que sur la colonne du milieu, il y a la warfarine, donc ça c'est en anglais, mais l'anticoagulant donc, qui est surligné, puisque comme j'ai sélectionné la fibrillation auriculaire, automatiquement il y a la warfarine qui se met en haut et à droite il y a les paramètres biologiques qui concernent la fibrillation auriculaire qui sont affichés. Et donc en fonction du problème sur lequel je clique, les mesures biologiques et les médicaments se mettent à jour automatiquement. Et ça c'est l'avantage d'un dossier informatisé avec derrière des règles qui ne sont pas encore de l'intelligence artificielle, qui sont simplement un système expert avec une série de règles, mais ce genre de dossier existe déjà et c'est vers ça qu'on se dirige. En Belgique, ce n'est pas implémenté encore. Il y a eu des essais, ce n'est pas implémenté de manière générale, mais la liste des problèmes, en tout cas, ça fonctionne très bien. Donc là, il y a un exemple de liste des problèmes. Nous, on l'apprend comme ça. On apprend une liste des problèmes qui évolue dans le temps. Donc ici, vous avez 6 problèmes. Et vous voyez que l'intolérance au glucose est devenue un diabète. La pâleur est devenue une anémie, puis un polype chronique, etc. Le tabagisme évolue dans le temps. Et donc, on appelle ça, chaque problème qui évolue, un épisode de soins. Et donc, on a ces épisodes de soins qui évoluent au fil du temps. Ici, j'ai mis des exemples d'épisodes de soins. Je ne vais pas les détailler, mais on voit que quand on suit un patient sur 5 ans, 10 ans, eh ben, on a des évolutions des pathologies, parfois des guérisons, mais parfois et souvent des chronicités quand même. Donc là, par exemple, vous avez une douleur au bras qui devient un syndrome cervico-brachial, une métrorragie qui devient un fibrome, etc., une hématurie qui devient une lithiase. Et donc, en médecine générale, vous voyez, ça part du symptôme et puis on arrive au diagnostic. Donc, on peut déjà encoder l'information dès le symptôme. Ça, c'est vraiment intéressant qu'on ait des terminologies qui nous permettent de faire ça et d'avoir de l'information codable dès le départ. Ici, c'est le modèle type de la consultation qu'on enseigne et qui est enseigné un peu partout en Belgique, quand même, dans les facultés de médecine. C'est ce qu'on appelle le SOAP, Subjectif, Objectif, Assessment et Plan, qui permet de communiquer, de structurer correctement ce qu'on encode et aussi pour le communiquer à ses collègues ou pour qu'un autre collègue puisse le relire facilement. Ici, on voit une approche de la consultation par problème. Donc, on voit qu'il y a 3 problèmes et pour chacun des problèmes, on peut détailler. Et on voit que cette approche, elle est aussi généralisée par beaucoup de médecins quand même, y compris des médecins plus âgés. Ici, on voit un exemple de consultation papier où on utilisait déjà le SOAP. Ça, c'était dans ma maison médicale au tout début que je travaillais. Et on comprenait déjà, comme on travaillait en équipe, avec le manuscrit, on comprenait encore mieux que si on voulait pouvoir se relire les uns les autres, il fallait structurer, même déjà en papier. Donc, ce n'est pas une question d'informatique, c'est une question d'efficience de base et de qualité des soins. À droite, c'est une lettre d'un chirurgien qui a aussi structuré SOAP. On voit ça régulièrement tous les jours. Donc, c'est à ça qu'on enseigne nos étudiants pour qu'ils puissent après... Donc je vais arriver petit à petit à l'intelligence artificielle. Donc justement, là, un des projets auxquels j'ai participé, c'est un projet qui était financé par Digital Wallonia, justement. C'était l'aide à l'encodage dans le dossier informatisé que moi j'utilise pour me proposer des diagnostics en fonction de ce que j'ai rentré avant comme symptômes. Et pas des diagnostics différentiels. En fait, le but, ce n'est pas de mettre un diagnostic à la place du médecin, c'est vraiment de proposer un encodage. Ça, on doit très bien le dire, parce qu'on n'a pas une qualité d'IA qui permet déjà de faire ça. Et donc, on avait récolté toutes les données encodées. Ils étaient venus chez moi, en fait, pour faire le set d'apprentissage de l'IA, parce qu'il faut des sets d'apprentissage, donc il faut des endroits où on encode des données. Et donc, chez nous, il y avait là 276 000 contacts qui avaient été enregistrés, avec une série de motifs, une série, vous voyez, de subjectifs anamnèse et une série de diagnostics.
Et ils ont entraîné leur modèle d'IA avec 3 algorithmes différents, je pense. Je ne vais pas vous montrer les résultats parce que c'est un peu technique. Et le but, c'était effectivement, là ce qui est important, c'est la ligne du milieu, c'est que les classes qui avaient trop peu d'observations ont été éliminées du jeu de données. Donc on voit bien que l'IA, ça ne fonctionne pas dans tous les cas. Et donc il y a des diagnostics rares. Effectivement, comme l'a dit Hugues Bersini tout à l'heure, il faut pouvoir entraîner l'IA sur suffisamment de données. Donc ça, c'était le point sur lequel je voulais revenir. Les résultats du workshop qui a été organisé à la fin de l'étude ont été concluants, c'est-à-dire que dans les 2 tiers des cas, les diagnostics qui étaient proposés parlaient aux médecins et disaient oui, en effet, ils ne devaient pas retaper le diagnostic, ils disaient oui, en effet, je l'accepte et je vais le prendre dans mon dossier. Donc ça, c'était vraiment très positif. Alors après, là, j'ai pris un autre exemple d'une publication vraiment d'intelligence artificielle dont le but et de prédire les personnes qui pourraient avoir un diabète. Donc ici, c'est sur des admissions à l'hôpital. Et on va prendre l'exemple du bas, le patient 2. Donc il a 2 admissions à l'hôpital. Et à l'admission 1, il y a son rapport d'hôpital qui note 2 diagnostics de sortie. Et à l'admission 2, il y a 1 diagnostic de sortie. Et le but de l'intelligence artificielle ici, c'est de faire des liens entre les différentes admissions à l'hôpital. Donc on voit qu'entre le diagnostic 1 et le diagnostic 2, qui sont sortis de la première sortie d'hôpital, il y a 2 liens, parce qu'on ne sait pas en fait si le lien il va du diagnostic 1 vers le diagnostic 2 ou du diagnostic 2 vers le diagnostic 1. Donc ils ont chacun une pondération de 1 et les 2 diagnostics ont une pondération de 1. Puis ensuite il y a une deuxième admission avec un diagnostic 3. Et le diagnostic 3, il a un lien vers le diagnostic 2 et aussi un lien vers le diagnostic 1. Parce qu'on ne sait pas si entre l'admission 1 et l'admission 2, il pourrait avoir un lien soit avec l'un, soit avec l'autre. Et donc on crée comme ça des profils de patients. En haut, vous voyez pour le patient 1, il est venu 3 fois à l'hôpital, il y a 4 diagnostics, et on a utilisé le même principe avec les liens et les pondérations. Les pondérations à la fois sur les diagnostics et les liens entre les diagnostics. Et comme ça, pour tous les patients, on crée des petits diagrammes. Et on fait la sommation des diagrammes sur un set d'entraînement et ça nous crée ce qu'ils ont appelé un comorbidity network. Et donc, ils ont analysé comme ça, ils ont pris, c'était dans une société d'assurance en Australie qui s'occupait de plusieurs hôpitaux et donc ils avaient 385 000 patients, ils ont pu isoler 16 000 diabétiques de type 2. Il y en avait 2300 qui étaient analysables seulement parce qu'il y avait les données suffisantes. Et ils ont fait 10 groupes de 230. Un des groupes de 230 est le set d'apprentissage et les autres groupes sont des sets de validation ou d'autres sets. Et ils ont repris aussi une série de pathologies. Donc, dans ces 16 000 diabétiques, il y avait 7 000 codes de la classification internationale des maladies, mais ils n'en ont pris finalement que 35, qui étaient vraiment connectés, on va dire, physiopathologiquement aussi, ou probablement au diabète, et qui étaient également analysables. Vous voyez ici le diagramme avec les 35 comorbidités. Et ce que j'ai souligné en bas, c'est... ce qui était très important, c'est qu'il fallait suffisamment d'informations pour réaliser ce genre d'études. Donc, il faut des diagnostics codés, quoi. Maintenant, je sais que, par exemple, à l'hôpital Erasme, il y a énormément de diagnostics codés. On pourrait faire probablement ce genre d'études aussi. Et donc, malheureusement, dans cette publication, ils ont fait énormément de travail. La publication est très longue, mais le résultat n'est pas tout à fait probant, je trouve. Ils ont pu définir un score de probabilité d'apparition de diabète chez plusieurs profils de comorbidité. Voilà, mais on peut certainement pas encore s'avancer trop. Est-ce qu'on peut utiliser ce score réellement et tout? On est vraiment, je vais revenir après là-dessus, plus dans de l'expérimental, beaucoup. Et donc, on sait aussi qu'il y a un risque statistique qui est assez important parce qu'il y a des chercheurs qui se sont positionnés là-dessus en disant que les outils d'analyse statistique appliqués à ce type de profil sont dénués de sens, mais c'est aussi peut-être des personnes qui n'ont pas compris comment fonctionne l'IA, bien qu'ils soient des références en statistique, parce que la manière de faire ces profils et de les additionner après ou de les comparer les uns aux autres, c'est
pas du tout le même raisonnement que le raisonnement statistique. Et donc, voilà. Donc, il y a encore des débats là-dessus et il y a encore pas mal de recherches à faire, je pense. Conclusion préliminaire, c'est que l'IA fonctionne avec des masses de données importantes, le big data, c'est là qu'elle est intéressante. Et il faut aussi un rapport signal-bruit assez important. Ça, je sais que c'est assez discuté, mais est-ce que ça fonctionne avec des signaux faibles, comme on dit? Ça, c'est pas gagné. Or, on dit souvent que... Moi, j'avais un collègue qui disait souvent qu'en médecine générale, par exemple, donc ça concerne plutôt les diagnostics aigus, mais on travaille dans un champ de mine, mais avec une seule mine. Ça, c'est la caractéristique de la médecine générale. Donc, c'est pas évident de faire l'IA en médecine générale. Il y a une grande variété de technologies qui sont utilisées aussi. Il faut des données d'entraînement, il faut des données de qualité, contrairement... Enfin, il y a des chercheurs qui disent si on a énormément de données, c'est pas grave s'il y a des données de mauvaise qualité, ça va pas fausser les choses. On se rend compte quand même, dans la plupart des publications que j'ai lues, que s'il y a... ils sélectionnent énormément les données parce que ça altère beaucoup les algorithmes dès qu'il y a un peu de données de mauvaise qualité. Il faut aussi également, donc, du coup, des médecins formés et il faut des nouveaux types de chercheurs, ça je vais venir. Et il faut aussi après valider le résultat. C'était un peu ta question en début de matinée, Giovanni, sur comment avec des gold standards ou pas avec gold standards. Donc la publication là, que je vous ai présentée, normalement les fumeurs ils ont 30 à 40% de plus de risque de faire un diabète et ils n'avaient pas retrouvé ça avec leur score. Et donc en comparant les publications, on s'était dit tiens c'est un peu bizarre. Ici, c'est juste un aperçu de plusieurs méthodes d'intelligence artificielle, donc ça va du machine learning au deep learning, mais c'est juste pour souligner le fait qu'en médecine générale, on en est même au début de ça, puisqu'on utilise des outils pour améliorer la data acquisition. C'est ça que j'ai mis et c'est ça l'étude que je vous ai montrée, que j'avais faite dans ma maison médicale. C'est vraiment juste utiliser les outils déjà pour améliorer les données qui sont encodées. Le but, c'est de faire quoi? C'est des données de base, de créer de l'information. Donc vous avez des données, par exemple un diagnostic, eh ben, il faut lier à une date, et puis un deuxième diagnostic, une deuxième date, et aussi un sexe et un genre. Ben, il faut ce qu'on appelle le deuxième étage de l'information, c'est le diagnostic lié à la date, lié au sexe. Et puis ensuite, à partir de ça, on crée de la connaissance. Et donc la connaissance, c'est des informations déjà plus abouties sur la décision clinique qui nous permettent de prendre des décisions cliniques. Et pour réaliser toutes ces étapes, il faut aussi des nouveaux métiers, donc des data managers, des data engineers, des data scientists, qui sont souvent des bioinformaticiens en Belgique. Et ça, je trouve que ça manque encore beaucoup au niveau de la médecine générale et qu'on devrait investir beaucoup plus là-dedans. Le problème, c'est qu'on n'en donne pas toujours les moyens, aussi les ressources financières. Donc ça a été décrit dans plusieurs publications, ce besoin d'avoir une approche transdisciplinaire et d'adapter l'intelligence artificielle à la complexité et à la longitudinalité des cas qui sont suivis en médecine générale. Parce que c'est une spécificité qui existe, comme je l'ai montré juste avant, avec les pathologies chroniques. Donc, on doit mettre en place un écosystème en fait avec des types de métiers, des nouveaux types de métiers, des nouveaux types de compétences et être capable aussi de formuler les bonnes questions parce qu'on se rend compte que c'est vraiment en confrontant les métiers et en faisant de la recherche qu'on arrive à formuler les bonnes questions et que le data scientist tout seul, le data engineer, sans le médecin ou sans l'infirmière ou sans l'assistante sociale, il ne va pas réussir à valider sa recherche. Ici, c'est une autre recherche qui est faite donc, par l'Institut Wallon d'analyse qui a été mis en place justement avec les fonds européens. Depuis 4 ans, je pense, maintenant. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils croisent des données. Ils croisent des données qui viennent des labos d'analyse médicale, des hôpitaux, et on va essayer aussi d'ajouter un set de données de médecine générale. Ils mettent ça dans un répertoire de données anonymisé. Donc, ils ont mis en place toute une machinerie technique et aussi éthique et juridique avec un tiers de confiance pour avoir un repository de données qui prennent des données qui viennent de différents endroits, qui sont correctement standardisées et anonymisées pour pouvoir ensuite être analysées par des chercheurs. Et ça, je pense que c'est vraiment important de faire de la recherche comme ça, qui traverse toutes les lignes de soins.
C'est vraiment comme ça qu'on va apprendre à faire des choses. Ça, c'est un projet français d'un autre prof de médecine générale à Nice qui travaille sur des applications santé. Donc je viens sur les applications parce que les applications sont une source de données importante. Elles sont utilisées directement par les patients. Et là, le but, c'est de croiser les données qui viennent des applications avec des données qui viennent des recommandations de la littérature et de fournir ensuite ça sur le dossier médical informatisé du médecin généraliste pour améliorer la communication avec le patient et mieux suivre aussi sa santé. Donc ce n'est pas encore tout à fait de l'intelligence artificielle non plus au sens, mais c'est vraiment du big data avec de l'aide à la décision pour le médecin généraliste. Donc ces applications, il y a déjà des sites web avec des répertoires d'applications de bonne qualité pour beaucoup de maladies qui existent, particulièrement en santé mentale, il y a beaucoup de choses. Et alors, l'autre type de données dont on a absolument besoin, c'est des données de qualité de vie. C'est ce qu'on appelle les PREMS et les PROMS en médecine. Et donc, c'est surtout toutes des choses sur la répercussion fonctionnelle des maladies chez les patients. Et là, on voit sur cette dia, par exemple, que quand un patient remplit un questionnaire, eh ben, il rapporte les patients, là, dans cette population de patients, il y avait un quart des patients qui rapportaient de l'orthopnée, alors que le même jour, si on compare des médecins qui voient une même population de patients similaires, dans le dossier du médecin, il n'est rapporté que 5% d'orthopnée. Donc c'est la différence de données qu'il y a quand un patient rapporte ou quand un médecin pose la question. Et on voit que là, la communication est centrale. C'est pour ça qu'on enseigne la communication aussi à nos patients, que ça fait, à nos étudiants, pardon, et que ça fait sens dans le suivi d'une pathologie chronique. Il y a des standards de données qui existent pour beaucoup de maladies chroniques, qui sont, là c'est un institut américain qui publie des PREMS et des PROMS pour le cancer colorectal, pour le cancer du sein, etc., pour plusieurs types de cancers. Donc il y a des données validées qui existent déjà pour recueillir ce type de données. Donc ça, c'est vraiment intéressant de travailler avec ça. Le KCE a aussi sorti un rapport pour dire qu'en matière de pathologie chronique, ce qui est important, ce n'est pas tellement la pathologie, mais c'est l'intensité des soins et l'équipe multidisciplinaire qui suit le patient à un certain moment. Et donc nous, on se bat aussi assez bien pour expliquer qu'il ne faut pas travailler par pathologie, mais il faut travailler sur l'aspect biopsychosocial avec la liste des problèmes, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc ça fait vraiment sens pour les étudiants. Ils commencent à comprendre parce qu'ils ont encore beaucoup de cours par pathologie, mais on essaye de leur expliquer au travers du dossier que c'est tous les problèmes qu'il faut regarder ensemble, qu'il faut aussi aller discuter avec l'infirmière parfois sur ce qui se passe pour avoir d'autres retours sur des problèmes fonctionnels. Et c'est comme ça qu'on arrive à améliorer les soins des pathologies chroniques. Et donc, il faut une approche multidisciplinaire, il n'y a pas le choix. L'enjeu pour, j'ai mis, vous voyez, les malades ou les patients chroniques. Donc nous, on parle plutôt de patients chroniques que de maladies chroniques, toujours dans cette vision globale du patient. C'est la prévention, le diagnostic précoce, le suivi multidisciplinaire et les changements de mode de vie. Sur ces 4 enjeux, le premier, la prévention, il n'y a pas vraiment d'IA là-dessus. L'IA est plutôt dans la prédiction, comme j'ai expliqué tout à l'heure pour le diabète, mais il n'y a pas de prévention. Et d'ailleurs, parler de prévention de manière individuelle, enfin ça c'est un autre débat, mais je trouve il y a beaucoup d'actions qui sont à faire au niveau de la société, mais individualiser vraiment la prévention, ça pose question. Par contre, au niveau du diagnostic précoce, du suivi multidisciplinaire, des changements de mode de vie, il y a énormément de publications de l'AI, soit sur les applications avec les changements de mode de vie, même sur les trajets de soins multidisciplinaires, il y a toute une série d'aides qui peuvent être fournies par l'intelligence artificielle, et sur le diagnostic précoce aussi, bien sûr. C'est ce qu'on appelle aussi la médecine des 4P, est très reliée à ça. C'est-à-dire qu'on fait une médecine maintenant beaucoup plus précise, personnalisée, c'est-à-dire qu'on prend les données du patient. Au départ, c'était uniquement les données génomiques, hein. Les 4P, ça a commencé avec la génomique. Mais maintenant, on a beaucoup de données d'autres sources. Et donc, on peut personnaliser beaucoup plus la médecine, que ce soit au niveau du diagnostic ou du traitement, ce qui permet de faire une meilleure prévention, voire d'être prédictif éventuellement. Mais ça impose aussi une participation, parce qu'à partir du moment où on fait des choses préventives ou prédictives,
évidemment, le patient doit être informé, vous imaginez bien que un patient pour lequel il y a un diagnostic aigu qui est posé, la caricature, là, au moment où c'est aigu, le médecin va avoir tendance d'office à être plus paternaliste, plus interventionniste. Mais à partir du moment où on est dans la prévention, dans la prédiction, la participation du patient est fondamentale. C'est pour ça que j'ai mis un petit diagramme à droite en disant que la participation était un peu une conséquence du reste. Et vous voyez tout de suite qu'on rentre avec cette médecine-là aussi, on est complètement congruent avec le modèle qu'on développe en médecine générale sur le suivi des patients. Donc les conclusions suivantes, c'est qu'il faut des applications patients valides avec l'interface utilisateur aussi comprise dans l'évaluation. Mais ça, en général, elles sont très bien évaluées, les interfaces utilisateurs. Le problème qu'on a surtout, c'est les données qui sont derrière souvent. Elles sont très belles et très jolies, c'est pour ça qu'elles attirent les gens, mais malheureusement, parfois, il y a un peu rien derrière. C'est les défauts qu'on trouve le plus souvent. Il faut des objectifs à la fois cliniques et fonctionnels. Il faut une implication forte des patients. Et parfois, on en revient à l'ancien système d'IA dont Hugues Bersini a parlé ce matin, qui est plutôt le système expert, qui est un système de règles en fait prédéfinies par des experts, mais qui sont encodées dans une machine parce qu'on ne peut pas avoir toutes ces règles dans la tête en même temps. Et donc, il y a beaucoup de systèmes d'aide à la décision qui sont encore des systèmes experts, mais qui sont très valables et très utiles. Et donc au niveau des applications de l'IA, on avait historiquement énormément de choses en génétique, énormément de choses en radiologie, en anapath, en dermato, en ECG, etc. Parce qu'on a beaucoup de données à ce niveau-là et comme on a expliqué ce matin, la reconnaissance d'images, ça a explosé en IA, en génétique aussi. On a besoin de traitement de données parce que les masses de données sont énormes et si on devait lire un génome humain, quand on fait un génome total humain, je crois qu'on a calculé, ça prendrait 54 ans, donc c'est pas possible. Et pour les maladies chroniques, maintenant on en vient à qu'est-ce qu'on a comme application pour l'IA. Donc on a les agents conversationnels, ce qu'on appelle des chatbots qui peuvent permettre de faire trois choses, soit du triage, c'est l'application Bingly qui est très connue en Belgique, qui commence à pas mal se développer. Donc c'est un pré-triage avant la consultation pour aider le médecin à avoir déjà des données et éventuellement proposer déjà des diagnostics préliminaires ou des actions préliminaires. Les chatbots peuvent permettre aussi d'aller carrément jusqu'au diagnostic. Et aussi aider à l'autogestion du traitement. Il y a pas mal d'applications pour les patients, les maladies chroniques, que ce soit surtout la dépression, mais aussi le diabète, la BPCO, qui permettent, via des agents conversationnels, d'aider au suivi du traitement, en fait. Les autres applications, je ne vais pas revenir dessus tout de suite. Moi, ce que j'ai remarqué en lisant toutes ces applications, c'est que l'IA reste expérimentale, que c'est des études de performance surtout, donc c'est la performance des algorithmes, c'est est-ce qu'ils fonctionnent, mais on n'a pas encore d'études d'impact, donc c'est est-ce que ça améliore la morbidité, la mortalité, la fonctionnalité. Donc ça, quand on étudie un médicament, qui est un dispositif médical aussi, on va jusque-là, il n'y a pas de raison. Pour l'IA aussi, on doit arriver. Donc tout à l'heure, j'ai entendu dire que l'IA était partout et implémentée et qu'elle était déployée partout. Elle est déployée, oui je suis d'accord, dans les GPS, elle est déployée dans les téléphones, mais elle n'est pas déployée en santé. En santé, on n'est pas arrivé au niveau de l'impact, donc on ne peut pas la déployer tout simplement pour toute une série d'applications. Et pour ça, on a besoin encore de grandes quantités de données et on a un souci, c'est la dispersion des données. D'où un projet comme l'INAH, par exemple, qui permet de réunir les données dans des repositories de données. Ça, c'est intéressant. Peut-être que sur les tests pharmacogénétiques aussi, c'est une application hyper intéressante. Donc, par exemple, on sait que des personnes qui prennent du Plavix, donc le clopidogrel, après un AVC, il y en a 15% qui sont des non-répondeurs parce qu'ils ont un cytochrome du foie qui ne répond pas. Et on a fait des études, et il y a déjà des recommandations de l'American Academy des Family Physicians qui dit qu'avec un niveau B ou C, donc ce n'est pas des recommandations très fortes, qu'on devrait screener nos patients qui ont du Plavix pour voir s'ils répondent au Plavix, parce que sinon ça leur sert à rien. Seulement, ces guidelines, ils ne sont pas encore suffisamment validés au niveau de l'impact. Et
de toute façon, on ne serait pas capable de faire ça non plus en médecine générale parce que pour faire ça, il faut faire un séquençage complet du génome. Ça se fait sur une prise de sang, mais il faut derrière des data analystes et toute une série de choses. Et donc, est-ce qu'on a un écosystème favorable encore à l'implémentation de l'IA sur le terrain ? Il manque encore certaines choses. Enfin, on l'a déjà dit ce matin, la confidentialité des données, il y a certaines données, la sécurité est très importante pour la confiance. Et puis, il y a un problème pour moi aussi un peu de risque de marchandisation, parce que l'investissement et l'équipement de départ sont très importants. Je reviens ne serait-ce que sur le projet de téléconsultation pré-hospitalisation Covid ou post-hospitalisation Covid qu'on a essayé de mettre en place par l'INAMI. On s'est rendu compte quand l'INAMI nous a proposé le projet de convention, donc c'était sur l'application SafeLink Covid qu'on a utilisé un petit peu pendant la pandémie, on s'est rendu compte qu'en fait, en tant que médecin, avec le paiement qu'on avait de l'INAMI, on n'était pas capable de mettre en place la plateforme de départ parce qu'on n'a pas une structure de base comme un hôpital. Donc il y a un investissement de départ. Et si cet investissement de départ n'est pas fait au niveau public, il est fait au niveau privé. Et on sait parfois ce que ça donne. Ça dépend comment c'est repris. Je ne veux pas être négatif tout de suite, mais voilà. Après, il y a des autres risques. La dernière chose dont je voulais parler, c'est un travail auquel j'ai participé il y a 2 ans avec la Fondation Roi-Baudouin, qui est pour l'intégration d'une technologie saine pour des soins à dimension humaine, où on a identifié 4 montres caricaturaux dans lesquelles on ne voudrait aucun vivre, mais qui sont des extrêmes de l'application de la technologie, en fait. Ce qui nous a permis de définir 8 principes qui sont à la fois des principes techniques, des principes sociaux, des principes de gouvernance, pour essayer de mieux appliquer les principes de l'IA sur le terrain. Et donc, au niveau de la performance, l'IA, c'est sûr qu'on va peut-être enfoncer des portes ouvertes. Il y a des choses qu'on connaît en médecine. Si on les reproduit en IA, ça permettrait de savoir que l'IA est valide au moment. On aura sûrement des désillusions et aussi certainement des découvertes. Mais on est au niveau encore de la performance des algorithmes. On a besoin de créer des équipes de recherche avec des nouvelles compétences. J'ai parlé des nouvelles professions. Et on a besoin surtout de faire des études d'impact pour intégrer. Et il faut intégrer pour ça beaucoup plus de patients et continuer à intégrer intimement les technologies dans la connaissance professionnelle avec un regard constructif et critique à la fois, comme on a toujours en médecine. Mais vraiment, sur ce quoi je voulais insister dans la présentation, c'est que vous avez vu le suivi d'un patient chronique sur plusieurs années, la prise en charge que ça demande dans tous les pans de la vie d'une personne et comment la personne peut elle-même le vivre et changer son comportement. Et c'est pour ça que la technologie doit être intégrée intimement. On ne peut pas faire ça de manière, on va dire, brutale. Et donc voilà, 2 petites citations pour terminer. Les humains sont très doués pour inventer des outils, mais rarement pour les utiliser sagement. Ça, c'est la citation un peu négative. Et puis la citation positive, c'est la vie est courte, l'art est long, l'occasion est fugitive, l'expérience trompeuse et le jugement difficile. Mais c'est ce qui fait la passion de notre métier. Merci beaucoup, Dr Fokker, pour cette vue sur l'intérêt de l'IA et de la médecine digitale pour le suivi du patient chronique. Alors, je suis persuadé que le médecin généraliste, déjà, il prend énormément de place dans le secteur de soins, bien que parfois sous-estimé. Mais il aura encore plus de place dans les 10 années à venir avec les outils technologiques. Je crois fermement dans le fait que les technologies vont encore agrandir le champ des possibilités pour le médecin généraliste. Et quand on voit l'acte en médecine générale, ça ne servira plus à représenter l'activité du médecin généraliste. C'est déjà passé à l'heure actuelle avec toutes les compétences que vous pouvez acquérir. Voilà, je souhaiterais avoir une réaction à ce niveau-là, au niveau professionnel, au niveau de la formation des médecins généralistes. Comment est-ce que vous voyez la médecine générale en 2030 avec, à l'aide de tous ces outils technologiques? Juste une remarque peut-être, c'est qu'effectivement, il y a ce fameux carré de White qui a été revisité et qui dit toujours à peu près la même chose. C'est que finalement, sur 1000 patients qui ont une pathologie, il y en a
plus ou moins toujours 750 qui s'en rendent compte, et 250 vont être gérés au niveau des soins primaires. On va en retrouver 5 en milieu hospitalier et à peu près 1 en milieu hospitalier universitaire. Ce que vient de décrire Benjamin va avoir quoi comme impact? C'est un des impacts, c'est que justement avec cette efficacité, on aura encore moins besoin des soins secondaires. C'est-à-dire que ce côté, donc normalement, pour l'instant, on doit gérer en Belgique à peu près 80% des soins. Il est évident qu'avec armé de cette intelligence artificielle, mais même simplement un numérique correctement utilisé, vous avez encore, et donc le médecin pas tout seul, hein, c'est les soins primaires. Donc vous allez avoir encore plus vous allez encore mieux gérer plus facilement toute une série de problèmes et donc retarder le fait, et c'est ça, en fait c'est un des buts, hein, retarder les soins secondaires, tertiaires, malgré tout indispensables, mais qui doivent être faits à bon escient. Et donc ça, c'est un des impacts, et donc du coup l'importance encore plus grande des soins primaires. Et puis, comme Benjamin a insisté, cette vision que nous avons sur le long terme des patients, qu'on parle de patients chroniques et pas maladie chronique, parce que souvent c'est plusieurs pathologies, et puis il y a aussi le psychosocial sans lequel on ne peut rien faire si on ne tient pas compte, mais donc on met le patient au centre. Donc c'est en partenariat, et ça, je dirais que c'est aussi le propre, par obligation du médecin généraliste, mais ça devrait aussi se retrouver dans tous les champs de la médecine, finalement. Je dirais même que le patient se situe non seulement au centre, mais va être le véritable moteur du processus de soins, accompagné par le médecin généraliste, exactement, qui est le copilote, on va dire. C'est ça. Donc, hein, puisque tu as bien insisté que c'est le patient qui apportait main de ces données. De plus en plus avec les applications. Voilà. Et probablement qu'il y aura aussi d'autres professions, des infirmières qui vont être beaucoup plus impliquées, ou peut-être encore d'autres types de coaching aussi qui vont exister, qui vont être en amont du médecin généraliste, probablement. Donc si on suit le carré de White, peut-être que s'il y a plus de personnes qui sont prises en charge, parce que les applications, le numérique, il y a aussi une fracture numérique, donc c'est pas toujours évident à mettre en place. Après, on peut espérer... En Finlande, par exemple, ils ont implanté ça depuis beaucoup plus longtemps. Ils ont, je pense, 46 ou 56% de pathologies chroniques, alors qu'ici, on n'est encore qu'à 36 ou 36%, donc un peu moins. Et ils ont... les médecins gèrent beaucoup plus... Allez, ils sont passés, nous, le stade de la téléconsultation qu'on a vu avec la pandémie, la gestion des soins à distance, ils faisaient déjà ça avant. Et il y avait une plus grande partie, ils avaient, disons, moi j'ai discuté avec un médecin finlandais donc, qui a importé tout le système d'aide à la décision un peu dont j'ai parlé, qu'on a mis en place en Belgique avec EBM PracticeNet et le lien avec le DMI. Ils sont très en avance là-dessus parce qu'ils font déjà de la médecine à distance depuis 15-20 ans et que ça prend 15 à 20% de leur temps. Donc ça, c'est une autre conséquence qu'on devrait avoir aussi. Absolument. J'ai reçu une question de la part du public concernant l'acquisition des données. On a parlé beaucoup en médecine générale. Finalement, ce phénomène d'encodage de données en médecine générale qui suit souvent une classification de médecine générale, alors qu'à l'hôpital, l'encodage se passe différemment. On l'a vu dans nos médecins. Ça reste toujours bizarre de partager le soin en deux, avec deux classifications, deux terminologies, mais il est vrai en même temps que les classifications en médecine générale tiennent compte de la pratique en médecine générale qui se partagent selon deux axes. Donc voilà, un petit commentaire là-dessus. Ça, on est dans la technique, on va dire plutôt, les outils qu'on utilise, justement... Moi, on est en train, donc là, il y a un travail qui se termine au niveau scientifique, qui est financé par l'INAMI, pour connecter la terminologie de médecine générale à SNOMED-CT. Donc, ça va être fini d'ici 2 mois.
Et donc, on aura SNOMED CT qui sera utilisé aussi bien à l'hôpital qu'en médecine générale. Donc, il va y avoir une interopérabilité des données, clairement, à ce niveau-là. Après, il y a peut-être un petit bémol qu'on peut mettre sur le code once, use many. C'est que chaque classification, chaque terminologie a son point de vue, on va dire, avec des classes différentes, plus larges ou plus étroites, en fonction des types de professions qu'il utilise et des types d'objectifs qu'on veut avoir à la terminologie. Et c'est vrai qu'avoir beaucoup de symptômes dans une classification, par exemple, on a ça en médecine générale, on a la fatigue. Et quand j'ai fait le projet pour la proposition d'amélioration de l'encodage, une des critiques, c'était « Ah oui, mais ça donne parfois des symptômes ». Les médecins qui l'ont retesté, dans 2/3 des cas, ils ont un résultat satisfaisant. Ils disaient « Ah, il y a quand même beaucoup de symptômes ». Et c'est parce que le set d'entraînement sur lequel moi j'ai travaillé, c'est que j'encode dès la première consultation et je n'ai pas toujours le diagnostic. Et je mets un symptôme dans le diagnostic. Et du coup, voilà, donc c'est une manière de travailler un peu différente, avec une cible différente, et du coup, ça a des conséquences différentes. Et c'est pour ça que je dis, souvent on a remarqué, quand on utilise une terminologie financière pour faire de la clinique, il y a des défauts. Et on peut trouver un compromis. Et avec SNOMED, on va sûrement... Mais ça va demander pas mal de recherche, parce que derrière SNOMED, il faudra des groupeurs de concepts pour tel ou tel objectif. Et ça va être toute une recherche qui est encore en progrès, je pense. Voilà. Je vous remercie, professeur Kassenenbogen, Dr Fokker, pour cette intervention sur l'importance du numérique en médecine générale et l'importance de la médecine générale dans le numérique. On espère effectivement que la faculté de médecine à l'ULB, le département de médecine générale, vont effectivement se porter moteur de ce développement et cette adoption du numérique en médecine générale dans les années à venir. On se retrouve tout de suite pour la suite du webinaire de l'intelligence artificielle en médecine.